Chers spectateurs, je vous salue. Aujourd'hui, je tiens à faire cette vidéo pour aider tous les élèves qui éprouvent des difficultés lorsqu'il s'agit de travailler par exemple en mécanique. Donc, cette vidéo est destinée aux élèves de la première CD et spécialement aux élèves de terminale C, D et puis E. Parce qu'ils pensent que c'est ça. Pour certains pays, il y a des élèves de première qui peuvent vraiment s'y trouver. Mais ils pensent bien que pour tous les pays, surtout pour le second siècle, la majorité des pays, ils pensent bien qu'il faut s'apprendre du terminal. À partir de terminal, ils pensent bien que c'est ça, le terminal scientifique. Donc, c'est à eux que je vais m'adresser spécialement. Ok, donc, aujourd'hui, je vais faire des vidéos, des séries de vidéos où je vais vous montrer, vous expliquer dans les moindres détails ce que vous êtes censé comprendre en mécanique. Surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, de travailler sur le mouvement des corps. Ça va? Donc, l'objectif, c'est ça. Donc, bien avant d'aborder ça, il faudrait que je puisse faire rapidement un rappel. Tout ce qui est nécessaire que vous sachiez, chers élèves, vous qui vous préparez à devenir demain des instructeurs, des enseignants, des maîtres expérimentés, fidèles à la science, à l'idéologie scientifique, à pouvoir changer des vies. Je pense que cette vidéo-là, elle est faite pour vous. Donc ici, vous aurez tout ce qui est nécessaire. La première chose que vous devez savoir, je vais essayer de vous noter ça, c'est ce qui concerne sur les théorèmes. Ça va? Donc, il y a deux théorèmes fondamentaux à retenir lorsque vous voulez faire la mécanique. Les deux théorèmes sont le théorème du centre d'inertie, noté TCI, c'est-à-dire le théorème du centre d'inertie, qui va vous dire quoi? Que par exemple, si vous êtes dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures qui va s'exercer par exemple sur un système qui est en mouvement ou pas, comprenez ceci, que ça va être cette somme vectorielle des forces extérieures, ça serait égal au produit de la masse de votre système par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc, voici comment est-ce que vous devez écrire. Donc, vous écrivez sigma des forces extérieures égale à M multiplié par AG. Donc, M c'est la masse du système, AG c'est le vecteur accélération du centre d'inertie de votre système. Ça c'est le premier théorème à retenir. Le deuxième théorème qui va vous suivre tout au long de votre programme, que ce soit surtout en mécanique, mais je pense bien que ces théorèmes sont utiles lorsque même vous allez rentrer dans la partie électromagnétisme. Lorsque vous allez étudier le mouvement des particules chargées dans un champ magnétique uniforme B, ou bien que vous allez étudier par exemple la loi de Laplace, je pense bien que ces théorèmes-là seront vraiment utiles. Ok, donc le deuxième théorème, c'est le théorème de l'énergie cinétique que je vais noter TEC. Donc T ça veut dire théorème, E ça veut dire énergie, C ça veut dire cinétique. Donc le théorème de l'énergie cinétique vous dit que la variation de l'énergie cinétique là entre deux points, ça va? Donc les deux points je vais noter, par exemple PI ici PF. PI c'est le point de départ et PF c'est le point d'arrivée. Donc la variation de votre énergie cinétique là, ça sera égal à quoi? À la somme des travaux
des forces extérieures qui va s'exercer sur votre système pendant le déplacement de votre système de PI vers PF. Donc, voici les deux théorèmes fondamentaux à retenir lorsque vous voulez faire la mécanique à partir de la classe de terminale. Donc, tout d'abord, c'est ces deux éléments. Mais au préalable, vous devez faire quoi? Si vous savez bien que la question qu'on vous pose là, vous allez vous servir de l'un des théorèmes. Vous devez tout d'abord faire quoi? Vous devez tout d'abord définir votre système. Quel est le corps qui se déplace? Vous précisez. Vous précisez le référentiel d'étude. Est-ce un référentiel terrestre? Ça va? Si c'est un référentiel terrestre, ça veut dire que vous êtes sur la Terre. Vous prenez, l'objet sur la Terre et vous prenez Terre comme élément de référence. Est-ce un référentiel géocentrique? En ce moment, il va s'agir d'étudier le mouvement des satellites qui tournent autour de notre planète. Ou bien, est-ce un référentiel de Copernic? C'est-à-dire qu'en ce moment, vous étudiez le mouvement des astres qui tournent autour du Soleil. Donc, voici un peu comment vous devez démarrer. Après avoir présidé vos référentiels d'études, chers amis, pensez à une chose très utile, très capitale, très essentielle, c'est de faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur votre système. Après d'avoir fait le bilan des forces, faites tout possible de représenter vos forces. Ok? Vous représentez vos forces extérieures. Si vous finissez de représenter vos forces extérieures sur un schéma, vous faites le choix des deux théorèmes en fonction des grandeurs que vous voulez déterminer. Est-ce la masse? Si c'est la masse, les deux théorèmes là, vous pouvez utiliser soit le théorème de l'énergie cinétique, soit le théorème du centre d'inertie. Donc faites le choix en fonction des données de l'exercice. Si c'est l'accélération, je pense bien que le théorème du centre d'inertie est le meilleur théorème à pouvoir utiliser pour pouvoir déterminer l'accélération. Ok? Si c'est pour déterminer l'intensité d'une force, par exemple, vous faites le choix entre le théorème de l'énergie cinétique et le théorème du centre d'inertie. Donc, je pense bien que ces deux théorèmes-là peuvent vous aider à pouvoir déterminer ça. Mais tout va dépendre des données que vous avez. Si c'est la vitesse, vous vous intéressez au théorème de l'énergie cinétique. Si c'est l'énergie cinétique même, vous vous intéressez au théorème de l'énergie cinétique. Si c'est la distance que parcourt votre système, vous vous intéressez au théorème de l'énergie cinétique. Ok? Si c'est la vitesse initiale ou la vitesse finale, vous vous intéressez au théorème de l'énergie cinétique. Donc, tout d'abord, voici ce qui était essentiel de retenir. Après ça, ce sur quoi je vais essayer de vous aider. Par exemple, on suppose, par exemple, si vous quittez par exemple un point A et que vous venez à un point B ici, et que c'est de façon rectiligne, le déplacement c'est de façon rectiligne. Ici, lorsque vous allez travailler, on suppose que le corps là, c'est un solide, et que le corps c'est un solide, c'est S. Donc, je vais représenter le solide par un point matériel entre A et puis B. Donc, je suppose que la droite que vous avez là, c'est une droite, ok? Donc, cette trajectoire est une droite. Donc, si vous devez représenter vos forces, si dans le cas où les forces de frottement existent, je vais prendre le cas général, où les forces de frottement existent, vous représentez le poids, puisque vous savez que le poids est vertical et puis c'est dirigé vers le bas. Donc vous orientez le poids vers le bas et vers le haut, vous orientez la réaction normale. Ok? Donc voici comment vous devez retenir ces deux forces. Maintenant, si le mouvement on quitte de A pour aller vers B, ça va? Et que les forces de frottement existent, vous orientez les forces de frottement là dans le sens de quoi? De A. Donc les forces orientées seront orientées vers A. Maintenant, si le mouvement, par exemple, vous quittez de B et que vous venez vers A, en ce moment-là, les forces de frottement
sens là où B est. Pourquoi? Je vous explique. Les forces de frottement sont les forces qui s'opposent au déplacement de votre mobile. Le mobile, c'est le corps qui est en mouvement. Je précise ça. Donc, si le corps, par exemple, quitte A pour aller vers B, ça veut dire que les forces de frottement, là, petit f là, vont s'opposer au mouvement. Donc, eux, ils ne vont pas s'orienter de A vers B, mais ils vont s'orienter de B vers A. Maintenant, si vous quittez, par exemple, B et que vous voulez venir en A, les forces de frottement, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces forces-là? Elles vont s'opposer directement au sens du mouvement. Puisque vous quittez de B et que vous venez en A, les forces-là seront orientées dans le sens là où B se trouve, dans le sens contraire du mouvement. C'est-à-dire que ça sera orienté de A vers B. Donc, voici un peu comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, chaque fois j'ai l'habitude de dire ça à quelques élèves, lorsque je les encadre, que je les forme, je leur dis ouvertement que je n'aime pas cette manière de travailler. Par exemple, quand les élèves travaillent, ils ont tendance à faire quelque chose, au lieu d'écrire la réaction normale, ils écrivent la réaction R. Je vous explique pourquoi est-ce que je n'aime pas cette notation. La réaction R dont il est question ici, c'est la somme de deux forces. Donc, c'est la somme de votre réaction normale et puis de vos forces de frottement. Donc, c'est les deux là ensemble qui vous donnent la réaction. Donc, lorsque vous voulez travailler et que les forces de frottement existent, ne notez jamais R comme ça, comme réaction simple. Mais précisez la réaction normale lorsque les forces de frottement existent. Si les forces de frottement n'existent pas, en ce moment-là, la réaction R devient la réaction normale. Ok? Là, en ce moment, il y a équivalence entre les deux grandeurs. Donc, voici un peu comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, si par exemple, vous voulez travailler, tenez compte de tous ces éléments que je viens de vous donner. Donc, merci, c'est ce que je voulais vraiment vous expliquer. Une autre vidéo, je vais essayer de travailler plus en profondeur pour vous donner quelques instructions concernant le déplacement d'un corps sur